Je m'appelle Gilles Mazard, je suis directeur technique sur un projet qui s'appelle SAMI chez Samsung. Vous n'entendez pas? Là c'est mieux? Donc je disais, je travaille sur un projet qui s'appelle SAMI au sein de Samsung, dans un département qui s'appelle le Samsung Strategy and Innovation Center, qui est basé à San Francisco et à Paris. On a aussi une branche en Israël et en Corée, évidemment. On travaille sur des problématiques des objets connectés et du big data. Et donc, je vais en parler, ça va être le sujet de la présentation aujourd'hui. Donc, je suis moi aussi content d'être à Strasbourg. J'y ai jamais vécu. J'ai une cousine qui a vécu à Mulhouse, mais je crois que ça compte pas. Je suis assez d'accord sur le fait que l'équipe de foot n'est pas terrible, donc il faudra faire quelque chose là-dessus. Mais par contre, je suis content d'être à Strasbourg pour une autre raison, et je vous l'expliquerai un peu plus tard, et c'est à cause des objets connectés. De quoi va-t-on parler? On va parler des objets connectés, Internet of Things, et du big data, et de pourquoi ces deux sujets sont liés et pourquoi l'émergence des objets connectés en parallèle avec l'émergence des big data. Alors des big data on en parlera, mais moi je parle surtout de machine learning puisque c'est mon background. Moi je suis un ex-entrepreneur et je travaille dans le machine learning et l'intelligence artificielle. On va donc parler de ces deux sujets-là, de comment on travaille avec les objets connectés et les big data, et en quoi ça va influer des choses dans le domaine de la santé. Alors je vais revenir à quelque chose de basique. On a parlé beaucoup durant ces 2 jours des objets connectés. Malheureusement, je crois qu'on en parle assez mal dans le grand public des objets connectés, de pourquoi c'est une révolution. Donc ces objets connectés, il faut savoir que les objets connectés, c'est la domotique en français, donc ça veut tout dire en français, c'est-à-dire un truc un peu vieillot, pas très intéressant, qui aujourd'hui est devenu le smart home, c'est beaucoup mieux. Smart car, smart city, donc tout est smart, et on en parle aussi beaucoup sur le fitness et la santé. Alors, pour dire pourquoi je pense qu'on en parle mal, le mieux c'est de prendre un exemple, et on va prendre l'exemple des ampoules connectées. Alors pourquoi les ampoules connectées? Parce que quand c'est présenté dans les médias, ça paraît un peu stupide d'avoir une ampoule connectée. Donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas, en fait une ampoule connectée, c'est une ampoule dans laquelle on a mis une petite puce radio, qui peut être Bluetooth ou autre, et qui est capable de dire à quelqu'un, à envoyer sur les ondes radio son état, je suis allumé, je suis éteinte, quelle est l'intensité lumineuse, quelle est la couleur de l'ampoule même parfois, et qui est capable aussi de recevoir des commandes qui va lui dire allume-toi, change de couleur, augmente ton intensité lumineuse, etc. etc. Et donc quand c'est présenté dans les magazines, dans 20 minutes, dans Le Monde, dans ces gens-là, donc ce qu'ils nous racontent, c'est génial, vous allez pouvoir, grâce à votre smartphone, allumer votre ampoule à distance. Donc on va se mettre dans la situation de l'utilisateur, il rentre dans une pièce, il a sa super ampoule connectée qu'il vient juste d'acheter et il fait une démonstration à ses enfants et il dit oh, regardez c'est génial, je peux allumer cette ampoule. Il prend son smartphone, il débloque son smartphone, ok, il cherche l'application lumière, voilà, je passe, il clique sur l'application lumière, une fois qu'il a trouvé l'application lumière, il cherche la lumière connectée parce qu'il en a acheté 3 ou 4, donc il faut trouver la bonne, qu'il la cherche, il appuie dessus et là tout à coup, merveille, après 2-3 secondes les temps de transmission, l'ampoule s'allume. Et donc on nous vend ça comme un super progrès et c'est absolument génial. Donc évidemment, vu comme ça, l'objet connecté c'est un peu débile. C'est surtout pas smart home, en tout cas. Mais c'est un bon exemple parce qu'en fait, c'est pas débile. C'est pas débile, mais pour d'autres raisons. La première, c'est qu'il ne faut pas imaginer l'ampoule connectée toute seule dans son monde où rien d'autre n'est connecté, à part votre smartphone, mais là où vous avez des interrupteurs connectés aussi. Donc là, on peut imaginer que le type, il a acheté son ampoule, il veut montrer à ses enfants, il a acheté un interrupteur connecté, il pose l'interrupteur connecté, il appuie sur l'interrupteur connecté et ça allume la lumière tout de suite.
Donc là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. En plus, il peut dire, regardez, c'est génial, je peux configurer mon interrupteur pour qu'il allume non pas seulement cette lumière, mais toutes les lumières de la pièce. Déjà, c'est plus intéressant. L'avantage, pour ceux qui ont déjà installé des interrupteurs chez eux, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des trous, sortir des fils pour installer un nouvel interrupteur ou pour changer une configuration. Donc là, ça devient un peu plus intéressant. Là où ça devient très intéressant, c'est qu'il n'a peut-être même pas besoin d'interrupteur, parce qu'il a peut-être sur lui un système qui capte dans quelle pièce il est, et quand il rentre dans la pièce, la lumière s'allume. Et éventuellement, quand il rentre dans cette pièce-là, les lumières s'allument, et les lumières de l'autre pièce dont il vient s'éteignent. Et on voit qu'on arrive à un système d'interface qui n'est plus un système d'interface explicite, mais implicite. Donc là, il n'y a plus d'interface utilisateur, en quelque sorte, c'est les objets qui nous servent et pas l'inverse. Et ça, c'est très très important, parce que ça montre en fait que ce qui est important dans objet connecté, c'est pas gadget objet, c'est connecté. Les objets sont connectés ensemble, ils sont aussi connectés à des puissances de calcul qui sont capables de faire des algorithmes et de créer des interfaces innovantes. Alors venons-en à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la santé et les objets connectés de la santé. Alors qu'est-ce qu'on a? On a déjà des objets qui sont plutôt, qu'on classe aujourd'hui plutôt dans le smart home, donc qui vont être capables d'identifier la qualité de l'air qu'on respire. Alors aujourd'hui on a déjà du CO2, des taux de CO2, des taux de CO, des taux d'oxygène aussi, l'humidité, température intérieure, température extérieure. Tout ça c'est très intéressant pour des gens qui ont des maladies chroniques respiratoires par exemple, mais pas seulement eux, ceux qui peuvent être sensibles à ce genre de problème. Et aujourd'hui, il y a un pic de pollution à Paris, de ce que je sais, et donc je suis content d'être ici, et c'est aussi pour ça que je suis content d'être à Strasbourg. Mais c'est pas seulement pour ça. C'est aussi parce qu'on a aussi des systèmes de fitness donc, qui monitorent l'activité qu'on peut avoir. Donc là, on en a déjà beaucoup parlé dans la conférence. Il s'agit de mesurer l'activité qu'on peut avoir. C'est très intéressant, pas seulement dans le côté bien-être dont on a déjà beaucoup parlé dans la conférence, mais aussi pour des gens qui sont par exemple en post-opératoire, où on va demander à ces gens d'avoir quand même une activité, de bouger un petit peu, etc., etc. Et on peut vérifier que c'est le cas et éventuellement adapter un traitement en fonction de leur activité pour les personnes âgées, pour des maladies chroniques aussi. C'est aussi pour ça que je suis content d'être à Strasbourg, parce que j'ai ici avec moi un moniteur d'activité. Et je suis content parce que hier j'ai battu mon record. Donc j'ai fait 17 000 pas à Strasbourg. Et Strasbourg est une très belle ville. Donc je suis assez content de ça. Et j'ai même battu mon record qui était du salon de l'agriculture. 5 heures pendant le salon de l'agriculture, où j'avais fait 15 000 pas. Les constantes. Oui, alors voilà, la santé. Donc on y vient à des choses un peu plus médicales. Donc des constantes. Des constantes bon, classiques, hein, le poids, la température du corps. Alors là, il y a des choses super intéressantes qui se font, notamment des gens qui font des pilules qu'on avale et qui vont dans le corps humain. Et à côté de ça, avec un système de récepteurs, on peut calculer, il peut nous envoyer la température à l'intérieur du corps humain. C'est très très drôle. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir voir, je vous donnerai les références. Ça s'appelle e-Celsius. Les pulsations cardiaques, la pression cardiaque évidemment, le taux d'oxygène dans le sang, et alors d'autres choses plus intéressantes encore qui sont les électrocardiogrammes. Alors j'ai entendu ce matin des gens parler de comparaison d'électrocardiogrammes sur du papier. Alors c'est fini ça, on a passé le cap maintenant, on est capable de faire des électrocardiogrammes électroniques et d'envoyer ça comme des vraies données, des données numériques, digitales vraiment. Samsung travaille sur ça et a un prototype de montre, de capteur et de montre qui fait des électrocardiogrammes temps réel que vous pouvez envoyer à une plateforme dont je vais vous parler tout de suite après. La glycémie, évidemment, c'est quelque chose que tout le monde essaye d'avoir parce qu'il y a un énorme marché. On parle là de capteurs qui sont complètement non invasifs, hein, évidemment. La glycémie, aujourd'hui, il faut savoir que c'est pas encore tout à fait ça en capteur non invasif, hein, parce que je crois qu'il y a une erreur d'à peu près 30%. Donc c'est un petit peu emmerdant pour des gens qui cherchent à avoir la vraie glycémie. Mais
on espère qu'avec tous ces objets connectés, et avec le travail que vous ferez certainement tous, si ce n'est maintenant, dans un avenir proche, on améliore ces taux de glycémie. Et alors là, il y a un marché monstrueux si vous y arrivez. Alors, donc je le disais, ces objets connectés, ce n'est pas des gadgets. Ce ne sont pas des gadgets. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés. Ils sont connectés avec des petites puces. Aujourd'hui, ce sont les puces basse énergie. Donc là, ce qu'on cherche, évidemment, c'est des puces qui consomment très très peu. Des puces radio qui consomment très très peu. Alors, on n'est pas très fort juste pour l'instant encore sur ça. Mais donc on arrive à transférer en Bluetooth, donc à courte distance, avec des basses consommations. Mais on s'améliore énormément et il y a deux sociétés qui se battent dans ce domaine-là pour être capables de faire des puces qui envoient à très faible débit mais à très basse consommation. Donc la puce finalement utilisera très très peu de batterie, donc c'est quelque chose de super important pour pouvoir les mettre dans les objets connectés. Mais l'idée de base, c'est de dire, si vous n'êtes pas capable d'envoyer les données dans le cloud, c'est dommage, parce qu'il y a plein d'applications qui vont vous manquer. L'idée, c'est vraiment que toutes ces données, elles aillent n'importe où, qu'elles soient accessibles n'importe où. Parce que, à un moment donné, et c'est très très important, et c'est pour ça que j'en parlais sur les ECG, tout est data et tout va devenir data. On parle vraiment de quantification, donc de soi-même, de son environnement, de sa famille, et ça peut faire un peu peur au départ, mais quand tout ça est maîtrisé, si les gens sont conscients de ce qu'ils font, c'est aussi un apport énorme dans le domaine de la recherche médicale, évidemment, et dans notre santé future. Tout est data et tout va être transformé en data. Et pour plein de bonnes raisons. Et quand je dis ça, on a parlé d'objets connectés, maintenant ça y est, j'en arrive au big data. Pourquoi on parle de big data? Alors j'ai une question pour vous. Qui a déjà un ou des objets connectés chez lui? Ça fait pas beaucoup. Je vais reformuler ma question. Qui a un téléphone portable? Bon, bah vous avez tous un objet connecté. Vous avez tous un objet connecté et vous en faites pas grand-chose en tant qu'objet connecté. Parce que votre objet connecté, Samsung ou pas, personne n'est parfait, a un accéléromètre si c'est un smartphone par exemple. Et donc vous pouvez déjà calculer le nombre de pas que vous faites tous les jours et vous aussi vous promenez dans Strasbourg et essayer de battre le record de 16 590 pas que j'ai fait hier. Donc vous pouvez le faire vous-même déjà aujourd'hui et expérimenter ce que c'est d'avoir un objet connecté. Alors ça, je vous y engage absolument. C'est hyper important d'essayer d'utiliser ce genre de nouveaux objets pour voir les usages, pour voir ce qui est intéressant, pas intéressant, comment on s'en sert, pourquoi on s'en sert. Et ces objets, ils produisent énormément de données. Donc, on a vu que quasiment tout le monde a levé la main au moment où je parlais de téléphone mobile. Je pense que si j'avais dit smartphone, ça aurait été à peu près pareil, vu la population qu'on a aujourd'hui. Bon, il y a à peu près 2 milliards, je crois, de smartphones aujourd'hui dans le monde. Il faut savoir qu'en 2020, on prévoit à peu près une dizaine d'objets connectés pour chaque utilisateur de smartphone. Donc on parle de 20 milliards d'objets connectés. C'est à peu près les estimations. Alors il y en a d'autres qui donnent des estimations encore plus grandes. Mais bon, allez, je m'arrête à 20 milliards, on va dire que ça me suffit. Ces objets connectés, ils vont remonter des données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La fréquence d'échantillonnage, elle est très très variable. Un ECG, celui qu'on fait chez Samsung dans la nouvelle montre Simband, dans le prototype Simband, ça remonte, c'est à peu près du 10 Hz. Ça veut dire que ça remonte toutes les 100 millisecondes. Ça fait 2 gigas de données par jour par personne. Donc ouais, on est en train de parler de volumétrie assez importante. On parle aussi de vélocité assez importante, une fréquence assez importante, et de variabilité de données très très importante et de variété de données très importante. Donc quand on voit ces billions ou millions d'utilisateurs qui vont avoir ces objets connectés, à cette fréquence-là, ça va être énorme. Alors qu'est-ce que c'est que SAMI? SAMI, c'est une plateforme d'échange de données. C'est ça sur lequel on travaille. L'idée, c'est que toutes ces données, il va falloir les récolter, les récupérer. Et vous n'allez pas vouloir avoir une plateforme par device. Vous achetez
un device chez quelqu'un, un autre device chez quelqu'un d'autre, à ce moment-là, vous êtes embêté parce que chacun sa plateforme. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une plateforme commune pour tout le monde, qui va pouvoir récolter des données qui viennent évidemment d'objets connectés Samsung, mais pas seulement. C'est une plateforme entièrement ouverte, agnostique, et qui va vous permettre de stocker les données, de pousser des données à cette plateforme, mais aussi d'accéder à ces données de façon très libre pour créer des applications et des services. Donc on est ouvert pour que vous poussiez des données, et on est ouvert pour que vous récupériez les données. Alors on est ouvert comment ? En tant que développeur, ça veut dire quoi tout ça? Donc ce matin, on a dit qu'on allait parler d'API. Alors nous, on parle aussi d'API, on parle même beaucoup d'API. Quand vous êtes développeur, vous allez faire quoi? Vous allez sur notre portail de développeur et vous allez pouvoir trouver toutes les API pour faire ça. C'est très simple, il n'y en a pas beaucoup. Il faut que j'aille vite alors. Tout est API chez nous. On a aussi des SDK, parce que je ne parle pas que d'API, mais des SDK, dans tous les langages, pour vous permettre très facilement d'utiliser la plateforme. Samy, ça collecte, ça stocke, ça processe les données et ça fait de l'échange de données. Alors je vais m'expliquer. Ça collecte quoi? On a dit, ça collecte des données qui sont discrètes ou continues. Discrète, ça veut dire quand votre système, votre objet synchronise une fois de temps en temps les données, ou quand elle envoie les données en continu. C'est capable de collecter des données qui viennent de n'importe quel device. N'importe quel device. C'est-à-dire qu'on supporte n'importe quel type de format de données. Il n'y a aucun silo, et vous allez voir que c'est important. Aucun silo sur la marque de l'objet connecté, dans le domaine d'activité. Donc on pourra utiliser des données qui viennent du Smart Home, Smart City, Smart Card, Smart Machin, Smart Truc. On aura tout. En tant que développeur, ça veut dire quoi? Vous pouvez créer très simplement, vous avez fabriqué un objet connecté, vous pouvez le déclarer dans notre plateforme, vous pouvez pousser les données, il suffit d'être capable de pousser une chaîne de caractères. Donc pour l'instant, c'est assez simple. Vous allez nous expliquer, si vous avez envie, quel type de données vous voulez extraire et rendre accessible à la plateforme. Cette description, elle peut être très très simple et besoin d'aucune notion de programmation. Elle peut être un petit peu plus compliquée si vous voulez être complètement libre de la façon dont vous structurez vos données. Vous pouvez pousser vos données dans un format HTTP, donc là c'est pour, comme ça on parle un langage que tout le monde connaît, HTTP REST, WebSocket, REST pour tout ce qui est discret, WebSocket pour tout ce qui est continu. Donc là je pense que je parle plus à une partie de l'audience qui est développeur. Samy, on a beaucoup parlé de sécurité et on s'attache énormément à la sécurité sur cette plateforme Samy. On s'y attache énormément et pour ça, pour bien l'expliquer, on dit que Samy est une banque. Et Samy, comme les banques, on peut déposer des données, comme on dépose de l'argent dans une banque. La banque, une fois que vous avez déposé l'argent, elle ne possède pas l'argent. Elle la stocke, elle la sécurise, mais elle ne la possède pas. Samy, c'est pareil, on ne possède pas la donnée. C'est vous qui possédez la donnée, c'est vos données. Donc nous, on ne fait que la stocker, la sécuriser. On ne possède jamais ces données, et c'est vous qui possédez les données, et c'est vous qui allez ensuite contrôler l'accès à ces données. C'est vous qui choisissez pour chaque application quel type de données vous acceptez de donner accès. En tant que développeur, ça veut dire quoi? Là encore, c'est très concret. Ça veut dire qu'on est entièrement sécurisé. On utilise un protocole qui est OAuth 2, qui est un protocole sécurisé. Tous les échanges de données sont faits en HTTPS. Et les développeurs d'applications demandent aux utilisateurs de signer un contrat sur des permissions qui disent « Moi, je te fournis le service si toi, tu acceptes de me donner les permissions sur telle ou telle donnée. » On est aussi en train de travailler sur quelque chose qui va sortir très prochainement, qui sont l'authentification multifacteur, qui permet, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai malheureusement pas le temps de le faire, mais on pourra en discuter. Messaging. Donc on va effectivement masser les données. On va les masser, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement stocker les données et vous les restituer telles quelles. On va faire du processing sur ces données, on va travailler sur ces données et on va transformer, on va essayer pour vous de transformer du big data en small data. Comment? On va agréger les données en différentes fréquences, différentes
types d'agrégats par heure, par jour, etc. En faisant des statistiques sur ces données, c'est-à-dire on va vous fournir des minimums, des maximums, des sommes, des counts, etc., qui vont vous permettre de sortir des statistiques sur vos données à un moindre coût. Pour vous, ce sera très simple. Pas besoin de récupérer l'intégralité de ces big data que vous aurez poussés, vous pourrez récupérer des minimums, des maximums, etc. Et ensuite, on va travailler sur du machine learning, on va faire progresser la plateforme pour être capable, par exemple, de détecter des anomalies dans les données. On me dit 30 secondes, c'est aucune chance que j'y arrive. Je le dis tout de suite, comme ça c'est clair. Alors maintenant, cette plateforme, c'est un catalyseur pour vous. C'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à catalyser vos idées. On vous fournit une base qui va vous permettre de créer des applications cross-silo. Donc on parle de fertilisation cross-silo. Pourquoi? Parce que comme je le disais, il y a des devices qui sont en smart home qui vous intéressent. Les weather stations, par exemple, les stations météo, qui fournissent énormément d'informations. Vous pouvez aussi vous intéresser au thermostat, le thermostat Nest, pour savoir quelle est la température et surtout pour pouvoir changer éventuellement la température de votre pièce en fonction d'un certain nombre de constantes biologiques que pourra avoir la personne. La personne vient de faire une course, il revient, il est fatigué, il revient dans l'appartement, il veut peut-être baisser la température. Je me couche, je veux peut-être une température inférieure dans ma maison, je me lève, et j'ai passé une très très mauvaise nuit, ben j'ai peut-être envie d'avoir un bon café, et à ce moment-là, vous préparez le café peut-être un petit peu plus tôt si vous avez passé une mauvaise nuit. Donc il y a plein de choses à inventer grâce à ça, grâce à cette cross-fertilisation des domaines, et c'est ce qu'on vous propose. Ce qu'on vous propose, c'est d'analyser, vous, les données, big data ou small data, parce qu'évidemment, vous pouvez récupérer l'intégralité des données, aussi bien brutes, complètement brutes, normalisées, ou éventuellement avec tous les agrégats dont on a parlé, toutes les statistiques. Vous pouvez aussi prendre des actions, j'ai pas le temps d'en parler, c'est dommage, mais vous pouvez faire des actions, c'est-à-dire envoyer des commandes aux objets connectés. En fonction d'un certain nombre de choses, vous pouvez allumer une lumière. Alors après, dans le domaine de la santé, on peut faire plein de choses aussi. Il y a des gens qui font des seringues qui changent automatiquement en fonction d'un certain nombre de paramètres, enfin, plein de choses à faire. Donc les applications, elles, récupèrent les données, et c'est ce qu'on appelle du data-driven development. C'est-à-dire, vous ne développez plus pour un device en particulier, mais vous développez pour des devices capables de produire tel type ou tel autre de données, capables de recevoir tel type ou tel autre de commandes. Alors, créer une application en tant que développeur, ça veut dire quoi? Je le dis vite. C'est créer donc une application sur notre portail des développeurs. C'est utiliser l'API pour récupérer et envoyer des données. L'API, vous choisissez ce que vous voulez récupérer comme type de données, quel format, les périodes, l'agrégat, etc., etc. On supporte toujours pareil REST, WebSocket. REST pour avoir des données très discrètes, WebSocket pour avoir des données en continu. Alors maintenant, ce qui nous occupe, c'est aussi ces applications autour de la santé. Donc aujourd'hui, Samy est en bêta et pourtant on a déjà pas mal de partenaires. C'est aussi la force de Samsung. Et on travaille sur plein de choses. On travaille sur beaucoup de choses sur le monitoring à l'hôpital. Donc évidemment, en réanimation, il y a énormément d'objets qui pourraient être connectés, qui ne le sont pas tous aujourd'hui, et qui bénéficieraient énormément à être connectés. D'abord, pour conserver l'intégralité de l'historique du monitoring d'un patient en réanimation, par exemple, pour pouvoir envoyer à un médecin en temps réel l'état de son malade sans qu'il ait besoin de se déplacer et de regarder lui-même le monitoring, pour aussi centraliser l'information et envoyer éventuellement des alertes. Mais c'est le cas aussi dans tout le reste de l'hôpital, où là, il y a beaucoup moins de monitoring. Avec la démocratisation des objets connectés, on peut imaginer que dans les chambres des hôpitaux, il y ait un monitoring beaucoup plus fin et beaucoup plus important que ce qu'il n'est aujourd'hui. Évidemment, en ambulatoire à la maison, on pourrait poursuivre le monitoring grâce à ces objets connectés qui ont peut-être pas effectivement la précision de ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans une chambre de réanimation, mais qui pourraient fournir en tout cas un monitoring suffisant. Enfin, on peut travailler sur les problématiques de prévention à partir du moment où on monitore 24 heures sur 24 la pulsation cardiaque, les ECG, la glycémie d'une personne. Vous imaginez la quantité de données que ça peut faire et le nombre d'applications qu'on peut en tirer. Et je pense qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là, j'en suis sûr même puisqu'on travaille avec eux, et qui peuvent faire du machine learning sur ces sujets-là pour essayer de comprendre
comment on peut prévenir un certain nombre de maladies grâce à ces données. Évidemment, le futur, et je mets un point d'interrogation exprès, c'est adapter le traitement en fonction de ça. C'est-à-dire non plus avoir un traitement que le médecin vous donne à un instant T et vous revenez chez lui 2 mois après pour lui dire où est-ce que vous en êtes, mais plutôt en temps réel que le médecin dise « Ah, le traitement, c'est peut-être pas exactement celui-là, on va diminuer un petit peu la dose de ceci, augmenter un petit peu la dose de cela ». Donc évidemment, ça c'est un sujet très très sensible, surtout quand on parle au milieu médical, donc je mets un point d'interrogation. On fait aussi quelque chose de très important qui sont les essais cliniques. Alors ça, c'est une application de notre système, donc on a tout un pan du portail qui permet de faire des essais cliniques. Si vous faites partie d'une université ou de laboratoire privé qui cherchait à faire des essais cliniques, vous savez à quel point c'est cher de mettre en relation, de trouver des patients qui correspondent à ce que vous cherchez dans les essais cliniques. Ici, nous avons les patients dans la plateforme et on peut faire un système de matchmaking entre des patients qui sont déjà équipés d'un certain nombre de devices qui ont éventuellement certaines pathologies et des gens qui cherchent à faire des essais sur ces patients-là. Donc ça, on fait ça avec des partenaires, notamment l'UCSF, l'Université de San Francisco. Et si vous voulez participer à ça, venez me voir. Très très vite, et je jure c'est terminé. 2 exemples de start-up, puisqu'on est dans un hackathon, donc l'idée c'est de stimuler un petit peu l'imaginaire. Bloom Technology. Bloom Technology, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du monitoring de femmes enceintes. Donc pour des couples qui sont très très inquiets, comme tous les couples, il y a un patch qui monitore les contractions. Alors il y a plusieurs devices qui permettent de monitorer les contractions, donc le patch, mais aussi le téléphone mobile, pour éliminer un certain nombre de choses autour du mouvement. Et ils monitorent les contractions et ils sont capables de vous dire si c'est une contraction de travail ou pas. Donc ça c'est quand même super important. Et ils sont capables de vous dire, c'est le moment de partir à l'hôpital. Et alors, j'imagine, tous les couples qui ont vécu cette situation auraient bien aimé avoir ça. Ça permet aussi d'économiser de l'argent, parce que comme ça, les femmes enceintes ne vont pas 4 fois à la maternité avant que ce soit le bon moment. Et Sleep Rate, c'est une application qui permet d'aider les gens qui ont des problèmes chroniques de sommeil. Des vrais problèmes de sommeil, et donc ils monitorent grâce à plusieurs objets connectés, plein de constantes, pour savoir pourquoi vous avez des problèmes de sommeil, et surtout pour vous aider à les résoudre et vous suivre sur ce domaine-là. Et voilà, j'ai presque fini dans les temps, je jure. Donc voilà, vous pouvez évidemment aller sur le portail internet SamsungSami.io, allez voir le blog parce qu'il y a plein d'exemples d'applications Android, iOS qui ont été développées. Vous pouvez aller sur notre GitHub parce qu'on a un GitHub où il y a des exemples là aussi. On embauche, si vous cherchez un travail et que vous êtes développeur Scala ou Java, venez me voir, on embauche à Paris, à San Francisco. Et vous pouvez me contacter directement. Je suis aujourd'hui jusqu'à 5h30 ici. Si vous avez un projet autour de cette plateforme, vous pouvez venir me voir et me poser n'importe quelle question. Merci. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre, même si on n'a pas du tout le temps. Alors, sur Sami, est-ce qu'on peut implanter nos propres algorithmes médicaux? C'est le programme, oui. L'idée, c'est de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, vous pouvez le faire à l'extérieur de la plateforme, c'est-à-dire récupérer les données, exécuter vos algorithmes, et vous pouvez même repousser des données qui sont à vous, dans la plateforme, qui ne viendraient pas d'un device, mais qui viendraient de l'application. Ça, c'est tout à fait possible. Mais oui, dans notre roadmap, il y aura un computational engine au sein de notre plateforme. Vous pouvez être au plus près des données, au plus près du big data, et où vous pourrez effectivement exécuter des applications. Une autre question? Le business model, c'est une très bonne question. Alors on a un avantage énorme par rapport à tous les gens qui essaient de faire ça. Alors je n'ai pas cité nos concurrents, hein, c'est fait exprès, mais il y a quelques concurrents qui essaient de faire la même chose, hein, évidemment. La plupart sont soit sur le domaine fitness, je dirais pas qui, soit que sur le domaine santé, et pas dans le cloud, mais plutôt sur un petit truc où il n'y a pas beaucoup de puissance de calcul. Ils travaillent que là, soit il y en a qui
sont que sur le smart home. Nous, on fait tout, et donc ça, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que Samsung, justement, essaye avec cette plateforme de montrer qu'on est capable de faire quelque chose d'une plateforme très très large, où on va faire intervenir tous les acteurs. Notre business model, on a aussi un avantage par rapport à tous nos concurrents, c'est que Samsung, c'est 350 000 personnes, à peu près, qui travaillent chez Samsung dans des domaines très différents, et on vend énormément de choses. Donc notre premier business model, c'est qu'on pense qu'une plateforme comme ça va faire vendre des objets connectés. Donc là, on gagne de l'argent. Contrairement à d'autres qui essaient de faire payer effectivement directement l'utilisateur, ou l'utilisateur par des biais type publicité, type je fais un contrat avec un assureur, ou des choses comme ça. Évidemment, notre autre moyen de rémunération, il est sur qu'on pourrait avoir. Encore une fois, le business model aujourd'hui, il n'est pas arrêté parce qu'on pense qu'on peut en avoir beaucoup. Il est aussi sur l'importance de mettre en relation les gens les uns avec les autres. Notamment, je parlais des essais cliniques. Si on prend que ce domaine-là, là, il y a aussi un business model qui est ce qu'on a le matchmaking. C'est-à-dire qu'il y a des labos de pharma qui vont dire ben moi, je voudrais, je sais pas, 10 000 personnes pour faire mes essais cliniques. Et à ce moment-là, ils vont dire je suis prêt à payer ces 10 000 personnes qui aujourd'hui je paye très cher, enfin relativement cher, et ben je suis prêt à les payer. Et donc ils vont rémunérer des gens qui sont sur notre plateforme. Donc vous, quand vous allez vous inscrire sur notre plateforme, demain vous pourrez être rémunéré. Et donc ça c'est un autre business model où on prendra évidemment une partie de cette petite somme d'argent qui vous serait versée. Donc ça c'est aussi un business model. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait il y en a plein des business models sans être obligé de vendre les données aux assureurs.